La Ville d'Alma a présenté son rapport financier pour l'année 2025 lundi soir. Et voici en 3 minutes ce qui en sort. C'est une ville qui va bien, qui est bien dirigée. Nos équipes ont très bien travaillé tout au long de l'année, encore une fois. Donc, Alma est vraiment est satisfait là, des résultats financiers qui ont été présentés hier. D'abord, ce qui est à retenir dans ce rapport financier, c'est le surplus qui est de 7 millions de dollars pour l'année 2025 et qui représente approximativement 7 de l'ensemble du budget de la Ville d'Alma. Dans un budget de municipalité, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, entre autres les droits de mutation d'année en année qui sont présents, mais qu'on ne peut pas évidemment prévoir de façon claire. Alors, entre autres, cette année, la Plaza a été vendue 2 fois. Donc, des droits de mutation qui paraissent. Puis, il y a aussi une fermeture. On a fermé plusieurs dossiers là, qui étaient finaux. Là. Donc, ça nous faisait une somme supplémentaire de 1,7 million de dollars. Donc, c'est des choses comme ça qui sont accumulées au fur et à mesure durant l'année. Ensuite, on a parlé de l'endettement net. La dette nette, ça correspond à la dette totale d'une ville moins ce qu'elle possède déjà. Celle de la Ville d'Alma s'élève à 34,1 millions de dollars, une augmentation comparativement aux autres années. Mais Sylvie Beaumont ne s'en inquiète pas trop puisque depuis 25 ans, pratiquement, la somme reste sensiblement la même. Bien, en fait, en 2002, on avait, si je me rappelle bien, une dette au montant de 36 millions de dollars. Puis en 2026, aujourd'hui, on se retrouve avec une dette de 39 millions de dollars. Donc, si on indexait la dette avec le coût de la vie aujourd'hui, là, notre dette serait au moins au-dessus de 50 millions de dollars. Ça veut dire qu'on a bien géré au fil des ans. La Ville d'Alma qui a aussi profité de l'occasion pour annoncer qu'elle a déposé un projet au programme PAFIRSPA qui prévoit la rénovation du pavillon d'accueil du centre Dorval-Alma. Il est en fin de vie. En fin de vie utile, il est vétuste, donc il ne correspond plus du tout aux besoins là, de la nombreuse clientèle là, qui croît d'année en année. Il vient desservir l'ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, une bonne partie de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le plus proche qui est en mesure d'offrir ce même type de service est à Saguenay, à 36 km, donc très éloigné, c'est le norvégien. C'est que ce sont des critères, je pense, qui sont pris en considération. On sait que l'enveloppe, elle n'est pas élevée, mais on a confiance que notre projet se positionne bien dans cette enveloppe-là. Une fois de plus, le projet d'autoroute entre Alma et la baie a été abordé pendant le conseil municipal de lundi soir. Cette fois-ci, Sylvie Beaumont souhaite rappeler aux partis politiques qui pourraient prendre le pouvoir en automne prochain que ce projet reste une priorité pour la région. Ça a été compliqué sur 50 ans. Puis là, bien, écoutez, il fallait arriver à une finalité de tout ça. L'étape qui est de déposer l'étude, je pense, c'est une étape qui va nous permettre d'aller encore plus en avant, parce qu'après ça, c'est la construction. Les partis pourront penser à réserver des sommes. À Alma, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait avoir son propre projet de phosphate, selon les députés bloquistes de la région. Une annonce qui a été faite un peu plus tôt mardi, lors du bilan de la session parlementaire des députés du Bloc québécois de la région. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que dans les prochaines années, je ne parle pas dans les 10 prochaines années, mais dans les prochaines années, on va voir un projet de phosphate se développer dans la région, puis que ça va devenir un pilier économique aussi important que l'aluminium puis que le secteur forestier. Pour la région, un projet de phosphate pourrait être significatif, selon Mario Simard. Avec du phosphate, on peut notamment produire des engrais naturels ainsi que des batteries électriques. On a également réussi à faire modifier la mise en œuvre du budget pour que le phosphate ait accès au crédit d'impôt. Avec le bilan vient maintenant le dossier de l'industrie forestière, alors que le gouvernement fédéral prévoit un investissement de 10 milliards de dollars sur 10 ans, une annonce jugée ambitieuse, selon le Bloc québécois. Mais il faut rappeler que sur ce 10 milliards de dollars-là, ça devra être réparti de façon conséquente avec le poids qu'on représente. Et dans le secteur forestier, on est les plus gros joueurs. Ensuite, c'est la Colombie-Britannique. Donc, on est les plus gros joueurs. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une portion significative de cette enveloppe-là qui s'en vienne au Québec. C'est pour ça que c'est des choses qui ne se décident pas sur un coin de table. C'est pour ça qu'on a des discussions avec un intervenant fédéral de haut niveau. Et à bien des niveaux, au niveau politique, on peut être très critique à l'égard du gouvernement. On peut dénoncer la trahison environnementale que ce gouvernement-là est en train de faire. Mais aussi, on est capable de collaborer avec des ministres du gouvernement pour faire avancer des dossiers économiques
et des dossiers de nos organisations ici sur le territoire. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on travaille depuis le début, Mario et moi. Un été qui ne sera pas de tout repos non plus pour les bloquistes de la région. Ils ont aussi mentionné qu'ils attendaient la visite d'Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, en juillet prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. CAA Québec rappelle aux automobilistes d'être prudents et de respecter les limites de vitesse en cette période estivale particulièrement achalandée. La période entre la fête nationale et la fête du travail est la plus meurtrière sur les routes. Durant cette période, 100 personnes sont mortes dans un accident de la route l'été dernier au Québec, un chiffre qui représente plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. On est à 48 heures du Festivois et on s'est rendu dans les coulisses de l'événement pour voir où en étaient les préparatifs de cette 33e édition. Thomas, à 2 jours d'un événement comme celui-ci, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Beaucoup de choses, parce qu'un événement comme le nôtre, c'est 15 scènes, c'est 130 artistes, 130 spectacles qu'on va recevoir. Donc le diable se joue toujours dans les détails. Et donc on veut assurer évidemment la sécurité des festivaliers, on veut que l'expérience soit formidable. Donc c'est beaucoup de décors, beaucoup d'ajustements techniques, mais on est prêt à 95 %. Et vous aviez 500 bénévoles aussi qui font fonctionner le festival. Ils reviennent d'année en année. Il y en a qui prennent leurs vacances pour ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez une si bonne rétention selon toi? Bien, le festival, c'est un événement qui est fait avec et pour la communauté. 85 % de ces bénévoles viennent de notre ville, Trois-Rivières, ou de la région de la Mauricie. Puis il y a un vrai sentiment d'appartenance, et puis on fait le maximum pour essayer de les valoriser, de les remercier évidemment. Et puis c'est grâce à eux qu'effectivement que le festival fonctionne. Je veux les remercier. Les festivaliers qui viennent nous mentionnent souvent la qualité de notre accueil, puis ça c'est grâce en très grande partie à nos bénévoles. Il y a plus du tiers de la programmation qui est gratuite. À quel point c'est un défi d'offrir ça en 2026? C'est vrai que c'est un enjeu majeur parce que les coûts de production ont nettement augmenté depuis la pandémie. C'est plus de 120 partenaires qui nous aident. Le festival, c'est 83 % de revenus privés. Donc c'est ça, tous ces morceaux mis ensemble font en sorte qu'on est capable d'offrir une partie de la programmation gratuite, puis on en est très fiers. Est-ce que le public a changé au fil des ans? Je dirais que le public du festival s'est légèrement rajeuni, mais vous savez, notre programmation est tellement faite pour plaire à toutes les clientèles que nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est recevoir en fait toutes les générations, des gens aussi de chez nous, des gens qui viennent d'ailleurs, c'est à peu près 50-50. Mais je pense que ce qui est important dans un festival, les gens viennent avant tout pour la musique, mais viennent aussi pour découvrir des artistes qu'ils connaissent pas, mais c'est aussi l'expérience. Qu'est-ce qu'on vit quand on est dans un festival? Au festival, par exemple, avant, les gens arrivaient très tard, souvent pour le spectacle de la grande scène. Aujourd'hui, ils arrivent très tôt. Ils veulent profiter de nos sites. On a un terrain de jeu qui est assez exceptionnel. On est au bord du Saint-Laurent. On a des lieux de patrimoine, donc on réinvestit, comme la cour arrière des Ursulines, la vieille prison, le jardin des Ursulines. Une des tendances dans l'événementiel, c'est ça, c'est la musique, mais aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un événement. Puis c'est pour ça, je pense que le festival marche bien. Et là, des petites questions en rafale. Quel spectacle connaît le plus grand engouement cette année? Je dirais que la soirée avec Papa Roach, avec Angine de Poitrine. Évidemment, Ice Cube, en exclusivité chez nous au Québec cet été. La même chose pour Wyclef Jean, c'est des spectacles où ça répond très fort. Je pourrais vous citer Toyo Cruz, mais aussi toute la programmation qu'on a fait à la scène du Monastère est assez exceptionnelle. C'est assez difficile de distinguer parce que les gens achètent le passeport pour l'ensemble des spectacles et on sait que les gens vont être au rendez-vous. C'est plus de 130 spectacles qui vous attendent du 25 juin au 5 juillet au Festivois. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?